d'être venus aujourd'hui à cette journée Notre assiette pour demain. Donc on va vous faire une brève introduction pour vous resituer finalement cet événement à Saint-Brieuc. Sachez que cet événement a lieu partout aujourd'hui en France. Et donc il est l'émanation de diverses organisations qui souhaitent mobiliser les citoyens pour parler alimentation. Qu'est-ce que notre alimentation aujourd'hui et quelle alimentation nous voulons pour demain? Et donc pour cela, à Saint-Brieuc, nous avons été un collectif qui s'est regroupé pour nous organiser une jolie journée. Et je vais vous présenter le programme. Donc on va commencer avec une conférence, les experts, le public et les autorités politiques, les leçons du Conseil scientifique de l'environnement des Côtes d'Armor. On enchaînera ensuite sur une projection débat avec le film Recettes pour un monde meilleur. Et après cela, on finira la journée avec une table ronde, agriculture et climat, avec des agriculteurs qui viendront nous parler de leurs pratiques. Et si vous le souhaitez, vous pouvez nous rejoindre pour un repas. Il reste des places à Caramel et compagnie par la suite. T'as encore des plats? J'ai vu trop tard. Ouais, bonjour à tous, donc, je m'appelle Stéphane Surin, moi je suis un des porte-parole des Coquelicots de Saint-Brieuc, association qui a participé à l'organisation de cette réunion. Pour ceux qui ne le savent pas encore, les Coquelicots, c'est une association au niveau national qui est déclinée au niveau local par des rassemblements. Donc localement, on n'a pas de chef, on n'a pas de directeur, ça se passe un petit peu comme ça à la one again. Mais sur Saint-Brieuc, ça a bien fonctionné pendant 2 ans. Et le seul but de cette association, c'est obtenir l'abolition immédiate et définitive de tous les pesticides de synthèse. Et l'actualité de ces derniers temps, voilà, je pense que le combat n'est pas fini. Ce que je voulais dire pour faire le lien avec cette réunion d'aujourd'hui, c'est que ce qui m'a beaucoup plu dans ce mouvement des Coquelicots, c'est qu'on ça a permis à des gens qui n'étaient pas des professionnels de la manif, etc., de venir, parce que c'est un combat qui est simple, qui est unique, qui concerne tout le monde, et qui intéressait des gens qui ne se déplaçaient pas d'habitude, on va dire. Puisque le scandale des pesticides, à terme, court terme, moyen terme, je ne sais pas encore, sera bien pire que celui de l'amiante. Voilà, c'est quelque chose d'absolument atroce qui va se passer, qui va concerner tout le monde. L'amiante, hélas, ne touchait que les pauvres gens qui l'utilisaient, qui les manipulaient. Les pesticides, ils sont dans le sol, ils sont partout. Alors c'est vrai qu'ils tuent les vers de terre, qu'ils vont tuer les abeilles, les escargots, les oiseaux, etc. Mais ils s'attaquent aussi aux humains, que ce soit les SDHI, les autres. Donc ce sont nous, nos enfants, nos petits-enfants, qui vont être touchés, puisqu'ils restent dans le sol, il y a une résilience très importante. Donc c'est un scandale qui va éclater sous peu. Et c'est pour ça que ce combat contre les pesticides est universel. On le retrouve avec le combat pour l'eau, on le retrouve partout. Et c'est pour ça qu'on se trouve très très à l'aise dans cette journée d'aujourd'hui. Et pour terminer, ce que je voulais vous dire, c'était pas évident pour un collectif d'associations d'organiser quelque chose. Voilà, autant pour une association, ça peut presque structurer, enfin plus ou moins. Là, on n'avait pas, voilà, qui va prendre le pas, qui va décider que. On a réussi à monter ça sur ce beau projet. Et je trouve que c'est vraiment très très bien, avec un très beau programme. Alors les associations qui ont participé au-delà des Coquelicots, il y a Halte aux Algues Vertes, le GAP 22, la Gambille, Eau et Rivière, Stop Monsanto Bayer, Colcause, ATD Carmonde, et un merci spécial au service de la mairie et à Chloé également, c'est grâce à elle qu'on a pu avoir cette magnifique salle de Robien, peut-être un peu grande pour notre manifestation d'aujourd'hui, mais en tout cas voilà, on a eu la salle, les chaises. Merci, alors j'ai oublié son prénom et son nom, à la personne qui nous a offert la sonorisation. Et merci au service technique de Saint-Brieuc et au service communication. C'est vraiment un beau partenariat, j'espère que ça pourra continuer. Voilà, Chloé, je te laisse introduire, si je puis dire, Monsieur Olivreau. Et maintenant, on va laisser la parole à Monsieur Olivreau, président d'Alto Marée Verte, pour nous introduire la prochaine. Pardon. Et alors non, avant ça, on va juste laisser Stéphane nous parler d'un des derniers débats parlementaires. Pardon. Parce que j'ai horreur d'anonymat. Et donc, comme vous savez, il y a eu une réintroduction des néonicotinoïdes pour sauver la betterave qui n'est pas sucrière, qui va servir à faire des carburants, j'ai du mal à dire biocarburants. Donc les votes sur le département, puisque c'est facile de dire qu'il y en a 200 pour, 300 contre.
Moi, ce qui m'importe, c'est quels sont les députés de chez nous qui sont engagés là-dessus. Alors, ceux qui ont été favorables à la réintroduction des néonicotinoïdes, on retrouve M. Botorel de Lannion, M. Jean Cour de Saint-Brieuc, M. Berville de Dinan. Celui qui a voté contre, c'est M. Kerlogot de Guingamp. Et on a eu une abstention avec M. Le Fur. Alors, je ne sais pas comment on doit l'entendre. Est-ce qu'il est pour? Est-ce qu'il est contre? Je ne vois pas comment on peut s'abstenir. Voilà. Mais sans faire de chasse aux sorcières, je crois que c'est important de savoir ce que votent nos représentants sur le département. Et donc, je vous laisse la parole. Merci de cette manifestation, de l'organisation. Alors, à Thomas Verte, en fait, ça fait 20 ans qu'on existe et on vient justement de changer nos statuts récemment pour lutter non pas simplement contre les dégâts causés par les algues vertes et l'H2S, mais aussi contre tous les métaux lourds rejetés par l'agriculture intensive et les pollutions atmosphériques qu'on a pu constater pendant la période de confinement. Il y a quelques mois, Monsieur Patrick Leloir, qui est ici présent, m'a appelé en me disant, voilà, vous vous occupez des algues vertes, mais moi j'ai beaucoup travaillé dans un organisme, un conseil scientifique départemental, et il s'est entretenu avec moi pendant plusieurs, je dirais pratiquement 2 heures. Je dis, mais ce que vous avez là, dans tout ce que vous savez, il faut absolument que ça soit diffusé. Vous serait-il possible de préparer une conférence dans quelques mois pour que votre savoir soit un peu ventilé auprès de tous les habitants de notre région. Voilà, donc moi ça m'a fait chaud au cœur parce que, en fait, le bulletin sur lequel il participait, c'est en fait l'ensemble de ces bulletins-là que j'ai remis en 2002 à l'avocat pour aller en justice contre l'État qui était responsable des marées vertes. Donc, quelque part, disons qu'on s'est appuyé sur toute une documentation qui existait, et déjà en 99, on voit la plage de la Grandville avec des algues vertes, et donc, en fait, on en parlait déjà à l'époque, mais au fond, les autorités ne voulaient pas, prendre ça en compte. Voilà, merci à M. Leloir d'avoir œuvré à ce travail, et je vous souhaite bon courage pour la suite. Merci, André. Oui, voilà. D'abord, merci d'avoir eu le courage de venir et de me rappeler ce qu'étaient les salles au début de notre militance il y a environ 40 ans, lorsque nous parlions d'environnement. Pas grand monde, mais des gens décidés et convaincus. Et donc, aujourd'hui, je voulais rendre compte de cette expérience, et je suis heureux d'apprendre déjà que nos avis publiés ont été utilisés dans le cadre de la justice grâce à l'association Halte aux algues vertes. Au moins, il y a un retour du travail que l'on peut faire. Alors, je voudrais aussi vous parler avec un certain enthousiasme d'un mort, le Conseil scientifique de l'environnement des Côtes-d'Armor. Il n'est pas le seul d'ailleurs à être allé dans la tombe, puisque le Conseil scientifique régional de l'environnement, lui aussi, a disparu. Qu'est-ce que c'était que ce conseil? Eh bien, c'était une réunion de scientifiques de diverses disciplines qui était demandée par le département, de manière complètement bénévole d'ailleurs, pour répondre à des questions d'ordre scientifique sur les problèmes d'environnement que connaissent ce département et que peuvent connaître d'autres départements d'ailleurs de l'Ouest. Alors, il a été installé en 1994 par un organisme qui s'appelait l'Observatoire départemental de l'environnement, créé par le Conseil général, et qui préfigurait un conseil économique, social et environnemental du département qui n'a jamais vu le jour, alors que
effectivement, dans d'autres départements français, cette structure existe, car c'est une création volontaire des conseils départementaux. À l'époque, on disait conseil général. Lorsque André Olivreau m'a demandé de vous parler de cette expérience, j'ai eu un peu peur rétrospectivement après notre conversation, parce que je me suis dit qu'il serait quand même très ennuyeux de vous détailler les avis que nous avons publiés quelques 10, 20, 15 ans avant, donc sans plus grande actualité. Et simplement, je vais quand même vous en donner la liste, parce que cette liste, finalement, est assez intéressante du point de vue du thème de la journée d'aujourd'hui. C'est-à-dire que sur chacun des avis, en fait, on se rend compte que tous les problèmes finissent dans notre assiette. Et tout à l'heure, on parlait des pesticides. Effectivement, c'est un problème extrêmement grave. Mais il n'y a pas que ces pesticides. Tous les problèmes d'environnement aboutissent à notre assiette. Et par conséquent, nous sommes tout à fait dans l'axe en vous rendant compte de cette expérience. Alors, quels étaient les avis? Je vous en donnais les titres avec une petite phrase de commentaire pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit. En 1996, premier avis publié, la toxicité des nitrates pour la santé humaine. On tapait dedans, en plein milieu. Et notamment, ce qui nous intéressait, c'était la dégradation des nitrates dans le métabolisme humain, avec production de ce qu'on appelle les nitrosamines, qui sont des éléments assez cancérigènes. Et donc, nous trouvions tout à fait justifié que la législation y mette des valeurs limites, et dans l'eau naturelle et dans l'eau de distribution au robinet, valeurs limites qui, malheureusement, sont souvent dépassées. Alors, le deuxième avis, c'est en 1997, le risque lié à l'accumulation des pesticides dans les eaux bretonnes. Là aussi, nous parlions d'un sujet qui n'avait rien de consensuel. Et on faisait le point des substances cancérogènes et de leur comportement dans le milieu naturel, dans les Côtes-d'Armor, alors que la réglementation était déjà très sévère, puisqu'il était interdit de distribuer une eau qui ait plus de 1 microgramme, c'est-à-dire 1/1000 de gramme, de substances, de résidus de pesticides par litre. Pourquoi le millionième de microgramme? Eh bien, c'est très simple. C'est parce que les spectromètres à balayage qui permettent de mesurer la quantité de ces produits dans l'eau ne sont pas capables de mesurer en dessous de 1 microgramme. Voilà. Donc, le législateur a été plein de bon sens en la matière. En 1999, un autre avis, lui aussi très consensuel, sur l'eutrophisation des marées vertes et les marées vertes. Et nous avons démontré que, et ça n'a pas été facile, parce qu'il y a eu de l'opposition, nous avons démontré que les nitrates sont le principal facteur limitant, c'est même le facteur limitant du phénomène de croissance des algues vertes. Les vulves, ces fameuses algues, étant en fait de la chlorophylle pure, se développent lorsqu'il y a à manger, c'est-à-dire lorsqu'il y a des nitrates, principalement, et lorsqu'il y a du soleil. Or, comme nos plages bretonnes sont à la fois très blanches et très ensoleillées, comme chacun sait, eh bien, toutes les conditions sont réunies pour que les vulves se développent à une vitesse fantastique. Alors, je ferai d'ailleurs une incidente là-dessus. J'ai entendu ce matin à France Culture une journaliste évoquer un certain nombre d'ouvrages en bande dessinée comme celui que nous avons là, et dans les exemples, elle disait « Et le mystère des algues vertes en Bretagne ». J'ai failli les appeler pour leur dire que les algues vertes en Bretagne n'ont rien de mystérieux et que déjà en 1999, on avait dit tout ce qu'il fallait savoir. 2002, nous nous sommes intéressés à un sujet un peu particulier, qui est celui de la pollution atmosphérique d'origine agricole dans les élevages. Élevage de porcs et élevage de poulets. Parce que les médecins nous avaient alertés sur le problème pneumologique de nombreux éleveurs, donc on s'est intéressé à ce qui se passait dans les élevages.
on a vu que pour mesurer ce qui se passait en l'extérieur des élevages avec les pollutions de poussière, notamment de produits chimiques issus de ces élevages, c'était quasiment pas possible. Il fallait faire des manipulations impossibles. En revanche, on pouvait très bien s'intéresser à la question des éleveurs à l'intérieur de ces élevages. Et là, perte de capacité respiratoire à la fin de la journée, cancérisation, irritation de la gorge, etc. J'en passe et de meilleurs. Et donc, on a exposé tout ce qu'on pouvait savoir sur le sujet à l'époque. En 2003, nous nous sommes intéressés à un sujet alors que personne ne connaissait, qui était la prolifération des cyanobactéries dans les eaux intérieures et les eaux de distribution dans les Côtes-d'Armor. Et là, nous sommes allés voir ce qui se passait et quels étaient les protocoles pour lutter contre ces cyanobactéries. Alors, juste un mot, les cyanobactéries sont des petites bêtes, des algues, enfin on ne sait pas trop, c'est intermédiaire entre l'animal et la plante, et ce sont des animalcules qui se réunissent lorsque les conditions écologiques le permettent, explosent littéralement dans ce qu'on appelle un bloom algal, et lorsqu'elles explosent, ça veut dire en fait qu'elles vont mourir en masse, et donc avant de mourir, elles vont rejeter dans l'eau une série de toxines qui sont des hépatotoxines et des neurotoxines. Et il suffit d'en boire un verre complet pour en mourir. Donc ça peut quand même être dangereux. Et on s'est tout à fait penché sur le sujet et on a constaté que dans les Côtes-d'Armor, les protocoles de surveillance et de traitement des eaux contre ces problèmes étaient, à l'époque au moins, je pense que c'est toujours le cas, absolument efficaces. Donc quand c'est bien, on le dit aussi. Mais il n'empêche que nous avons ce risque, car les toxines passent tous les filtres et finissent toujours au robinet. Donc aller nager dans une eau qui est chargée en toxines, c'est très dangereux. Boire de l'eau au robinet si elle a des toxines, ça peut aussi être très dangereux. Donc, un problème à surveiller. Et vous voyez, ça finit toujours dans l'assiette ou dans le verre. En 2008, nous nous sommes intéressés à un autre sujet un peu confidentiel, qui était le problème de la contamination microbiologique des eaux littorales. C'est-à-dire qu'on se rendait compte, grâce au réseau des médecins d'alerte, on se rendait compte qu'énormément de touristes, notamment rentrant ailleurs en France, déclaraient des gastro-entérites, pratiquement comme une épidémie. Et le retour de ces médecins incitait le préfet des Côtes-d'Armor à fermer certains sites d'élevage des coquillages. Or, en fait, ce ne sont pas les élevages de coquillages qui sont en cause, ceux-là sont surveillés et les coquillages sont épurés. Ce sont les coquillages mangés par les visiteurs sur les plages. Et là, effectivement, la contamination microbiologique peut avoir des effets dévastateurs, concentrés dans quelques moules et autres huîtres sauvages. Alors, nous avions aussi un autre avis à donner qui était, après une rencontre, une discussion avec l'auteur d'un ouvrage sur les nitrates, le docteur Lirondelle, pour ne pas le nommer. Nous avons donc eu cette conversation avec lui, ce débat, et finalement nous avons publié un avis pour contrer ses opinions. Et puis le président du Conseil général nous avait demandé, à la même époque, 2008-2009, nous avait demandé un avis sur les effets des glyphosates sur la santé humaine et sur le milieu naturel. Nous avons produit cet avis. Il n'a jamais été publié, pas plus que celui sur le docteur Durandel, et nous n'avons jamais pu étudier le dernier sujet qui nous tenait à cœur, qui était le problème des résidus médicamenteux dans les eaux de rivière, les eaux naturelles, qui se retrouvent évidemment dans des eaux de distribution. Alors, cette liste appelle plusieurs remarques. La première remarque, c'est que vous avez vu, le temps a été très long, entre 1994 et 2011. Nous n'avons pas publié beaucoup d'avis. Et pourquoi ? Eh bien, c'est parce qu'il faut beaucoup de temps pour parvenir à un avis unanime d'une kyrielle de scientifiques, médecins, hydrologues, hydrobiologistes, etc. Et même un juriste, puisque je suis professeur de droit et que mes collègues m'avaient demandé de
présider leur conseil scientifique, pensant sans doute qu'un juriste était moins dangereux qu'un autre scientifique. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait ce travail, et qu'il a été long à faire, parce qu'effectivement, c'est du travail très sérieux. Ce n'était pas le temps qui nous tracassait, nous étions bénévoles. Alors, la deuxième remarque qu'on peut faire, c'est qu'on ne peut pas faire aujourd'hui un compte-rendu complet de ces avis. Je vous les ai présentés, mais c'est tout ce que je ferai, parce que ces avis ne peuvent pas être tronqués ou résumés, et surtout, ils ne sont plus d'actualité, c'est-à-dire qu'ils nous donnent une image des problèmes d'environnement du département dans les années de la fin du siècle et le début de ce siècle, mais ils sont sans doute encore en grande partie vrais sur beaucoup de choses, notamment sur les algues vertes, mais il faudrait les actualiser, il faudrait pousser les études pour les mettre à jour, et évidemment, c'est un travail qui n'est plus fait. Enfin, troisième série de remarques, ça répond à la question, mais alors pourquoi faire une conférence? Eh bien, pourquoi faire une conférence? J'ai trouvé. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, et c'est une question de grande actualité aujourd'hui, la question est, doit-on faire confiance aux scientifiques? Pourquoi leur accorder la confiance? Et cette confiance en la parole scientifique, elle est fondée sur plusieurs choses. Première chose, d'abord, la légitimité scientifique. Légitimité des experts qui parlent. Mais pas seulement. Pas seulement. Le deuxième élément de confiance, c'est la collégialité, qui est une garantie de l'exactitude des données et de l'exactitude des conclusions, des résultats. Collégialité, mais pas seulement. Pas seulement non plus, parce qu'il faut un retour citoyen qui garantisse la pertinence des sujets. Ça ne sert à rien qu'on s'attaque à des sujets qui n'intéressent personne ou qui ne correspondraient pas à une réalité vécue. Et donc nous devons répondre à des inquiétudes citoyennes, non pas pour rassurer les gens, mais pour leur dire exactement ce qu'il en est. Mais pas seulement. Parce qu'il y a un quatrième élément qui est important, c'est la prise en compte des avis d'experts par les pouvoirs politiques, dans des limites évidemment fixées à l'avance. Les experts n'ont jamais demandé aux politiques d'appliquer stricto sensu leur opinion, mais ils demandent qu'on en tienne compte et qu'on se justifie lorsqu'on les applique ou lorsqu'on ne les applique pas, ou lorsqu'on ne les suit pas. Sinon, la parole scientifique n'est absolument pas performatrice, elle ne débouche sur rien, elle tombe dans le vide en quelque sorte. C'est d'ailleurs peut-être ce qui nous est arrivé dans les Côtes-d'Armor et au Conseil régional. Or, tous les débats publics sur l'environnement, la biodiversité, le climat, la santé, l'alimentation, ne peuvent pas être sérieux si le public, c'est-à-dire les citoyens, les associations, les décideurs politiques, ne s'appuie pas sur une connaissance scientifique précise de la réalité, loin des légendes et des croyances, car il y a beaucoup de légendes et de croyances en la matière. Cette objectivité absolument nécessaire est de plus en plus battue en brèche sur tous ces problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, en premier rang les risques climatiques et la santé publique. En fait, on s'aperçoit, en écoutant les débats, en lisant les médias, on s'aperçoit que la grande ignorance domine, que les positions sont souvent des positions partisanes et non pas des positions objectives, que les fake news et le complotisme tendent à brouiller complètement la connaissance. Alors, je voudrais vous donner une petite idée des enjeux que représentait ce conseil scientifique. Ça va être très simple. Je vais vous lire, ça va prendre une minute, je vais vous lire la lettre de rupture que nous avons écrite de manière unanime en 2011, le 17 janvier, lettre au président du Conseil général pour dire que nous ne pouvions plus travailler pour lui. Et voilà ce que nous disions. Cette production des avis a été rendue possible par un travail pluridisciplinaire fondé sur la méthode du consensus scientifique
évitant de cette façon les inconvénients d'une interrogation d'experts isolés sur des questions ayant un caractère global et systémique. Les questions environnementales nous semblent toujours d'actualité et leur importance va continuer de s'amplifier en raison des projets régionaux et nationaux qui concernent ce territoire, celui du département. Nous en voulons pour preuve le problème de la qualité écologique des eaux superficielles qui est loin d'être réglé. Il en est de même avec le problème récurrent des algues vertes, sans parler des nouveaux défis à relever posés par la cohabitation d'une agriculture performante avec de nombreux enjeux territoriaux, terrestres ou marins, protection des ressources marines, valorisation, parc naturel marin, projet de parc naturel sur la Rance, travers des Bleus, etc. Les avis émis par le Conseil sont des documents complets et pertinents qui constituent des points de vue objectifs et documentés, lisibles par tous, et dont le contenu ne peut être mis en doute, ce qui est un point positif dans un domaine où les rumeurs, les peurs et l'esprit magique peuvent facilement se développer. La non-publication de l'avant-dernier avis sur les impacts du glyphosate sur le milieu naturel constitue de ce point de vue un signal inquiétant. Le Conseil scientifique pense donc que sa démarche reste très actuelle et devrait être satisfaite d'une façon ou d'une autre. Or, réunis ce 17 janvier, ses membres constatent unanimement que l'utilité du Conseil est fondamentalement mise en cause. Et donc, nous mettons fin collectivement à notre mission. Et notre dernière phrase, c'était « Quant au fond, ils expriment respectueusement au Président leurs plus vifs regrets, car il leur semble que ces questions scientifiques de l'environnement seront toujours nécessaires à la décision publique. » Et là-dessus, nous nous sommes séparés, bons amis entre nous en tout cas. Alors, cette lettre se fonde sur la valeur scientifique des avis, vous l'avez remarqué, sur la garantie de leur élaboration et aussi sur le problème de leur efficacité dans leur réception par le public et par les autorités. Donc, le premier problème qui m'intéresse, c'est celui de la légitimité des avis grâce à l'organisation et aux méthodes de travail. Et le deuxième problème va concerner l'efficacité des avis, leur pertinence et leur impact sur la population et dans les décisions politiques. Ce sera le grand second point. Et je terminerai par une conclusion en m'attachant à quelques remarques que je vous soumettrai à réfléchir pour ensuite une discussion. Des micros seront disponibles dans la salle. Donc, en premier lieu, examinons cette histoire de la légitimité des avis. Tout repose en effet, et en premier, sur la légitimité des experts eux-mêmes et sur leur indépendance. Ils ont tous une origine institutionnelle, mais justement, cette origine institutionnelle permet de comprendre leur indépendance. Et la composition institutionnelle garantit la qualité des sources, car c'est dans leur institution scientifique qu'ils vont aller chercher les données nécessaires à la réflexion. C'est scientifique de niveau national, le CNRS, l'INRA, l'École de santé publique, le Muséum d'histoire naturelle, l'École de chimie de Rennes, le CNAGREF pour les forêts, l'INSA pour la technologie et l'IFREMER. Et pour les Côtes-d'Armor, nous avions des représentants du laboratoire départemental et du CEVA, le Centre d'études des algues et de valorisation des algues de Pleubian. À partir de 2000, la composition du Conseil a été revue, avec notamment l'arrivée d'un secrétaire scientifique qui nous a été tout à fait important dans son travail, mais en fait, les membres ont très peu changé. Les personnes sont parties parce qu'elles ne pouvaient plus, qu'elles avaient autre chose à faire, et d'autres, de même niveau, les ont remplacés. C'est justement un point très important. Les membres de ce Conseil, bien qu'issus des différentes institutions que j'ai nommées, étaient toutes désignées intuitu personae, c'est-à-dire en raison de leur personnalité et de leurs compétences, absolument pas en raison de leur appartenance institutionnelle. Elles n'étaient donc pas les représentants d'une quelconque institution. Deuxième aspect important qui montre le sérieux de cette affaire, c'est la pluridisciplinarité des domaines scientifiques abordés. Ce qui permettait, dans un échange croisé entre toutes ces personnes, d'avoir
un avis portant sur la totalité d'un problème. La composition disciplinaire des scientifiques est tout à fait stable, avant et après 2000, et les représentants des sciences sociales, est assez équilibré. Les représentants des sciences sociales, par exemple, droit, économie, sociologie, étaient entre 2 et 5 membres. Les sciences naturelles étaient 7, c'est-à-dire l'écologie végétale, l'hydrobiologie, l'hydrologie, la zoologie, la chimie, les sciences spécifiques de l'agronomie du milieu marin. Et nous avions 3 spécialistes de l'eau et de la santé publique, pharmacologues, toxicologues, médecins. Donc, le Conseil faisait en plus appel à de nombreux spécialistes, des gens en train de terminer leur thèse, qui venaient nous expliquer leurs découvertes. Je me souviens notamment d'une matinée extraordinaire avec une jeune femme qui a publié sa thèse depuis, d'ailleurs, et qui nous a expliqué, sur un titre difficile à comprendre au début, sur l'effet clastogène des pesticides sur le noyau de la cellule humaine. En fait, elle nous a démontré à quel point les pesticides pouvaient casser les noyaux des cellules et dans l'oncogénèse, donc intervenir dans l'oncogénèse, la création de cancer. 3 heures d'explications scientifiques pointues, ça nous a fait un bien immense. Alors, cette composition du Conseil est significative de la philosophie de ses membres. D'abord, les membres partaient toujours de la situation concrète dans le département. Qualité de l'eau, milieu aquatique, impact des activités économiques dominantes, émergence de nouvelles pollutions, etc. Tout cela était passé au crible sur la question qui était posée. Ensuite, on abordait la question de la collecte des données. Notre problème était d'obtenir des données pertinentes, exactes et complètes sur le territoire lui-même, mais aussi sur d'autres territoires et sur ce qui se passe dans le monde, sur ce que la connaissance scientifique pouvait nous en donner. Par exemple, sur les cyanobactéries, nous avons examiné ce qui se passait dans d'autres départements de l'Ouest et dans le nôtre, pour constater que dans le nôtre, c'était beaucoup mieux géré, certainement, il y avait moins de soucis, mais nous avions aussi des données brésiliennes et chinoises qui nous ont montré à quel point, par expérience, ces hépatotoxines et neurotoxines pouvaient être extrêmement dangereuses pour les humains. Alors ensuite, il fallait examiner les données et conclure par les différentes disciplines intéressées. Donc, conclure en croisant ces disciplines. Il n'était pas question d'ignorer, par exemple, la réglementation, discipline juridique, et la mesure des données, la mesure métrique des données, discipline scientifique. Ces disciplines étaient l'hydrobiologie, l'écologie végétale, l'hydrogéologie, la pédologie même, ou encore la pathologie végétale, ou encore l'écologie végétale par un professeur représentant venant du muséum. Et puis la sociologie et l'économie avaient bien entendu leur mot à dire. En me confiant la fonction de rapporteur général, les collègues ont fait de moi un gardien de la déontologie. C'était essentiellement mon rôle. On a trouvé que c'était pas mal de donner ça à un juriste. Le rôle du rapporteur général a donc été défini dès nos premiers échanges et publié. Je devais veiller à l'organisation des travaux, à la relation avec les autorités, à la compréhension de nos avis par le public et à garder la déontologie du Conseil. Je leur ai donc proposé une méthode qui a été en quelque sorte la loi d'airain de notre Conseil scientifique. Premièrement, la collégialité. Tout avis était issu d'un point de vue collégial et non pas d'un point de vue individuel. Deuxièmement, la règle du consensus. C'est-à-dire que tant qu'un collègue a des objections à faire de son point de vue de scientifique sur ce qui est produit, on examine les objections, on y revient et on finit par tomber d'accord.
et sur l'analyse des données et sur l'expression de ces résultats. Troisièmement, unicité de la parole collective. C'est-à-dire qu'une fois que l'avis est publié, il est présenté et il est la parole du conseil scientifique. C'est-à-dire que si un des membres du conseil s'exprime, il a le droit à titre privé, personnel, de s'exprimer, mais il ne représente pas l'avis du conseil. Quatrièmement, la publicité et l'accessibilité du public à cette parole scientifique. Donc les avis étaient le résultat d'un travail collectif assez lourd, comme vous pouvez l'imaginer, avec ce caractère qu'il était justement collectif. Et donc il fallait que chaque membre du Conseil examine la question posée sous l'angle de sa discipline, réunisse les données qui existaient de son point de vue, dans son domaine, et ensuite propose ce point de vue et le fasse admettre par ses collègues. L'audition de spécialistes, l'analyse critique des sources ont été d'autres piliers de notre travail, et chacun des membres du Conseil devait travailler jusqu'à la rédaction finale, c'est-à-dire vérifier que la situation concrète était bien rendue dans les connaissances scientifiques et qu'on ne pouvait pas trahir cette parole scientifique. Alors, j'aurais beaucoup répété à ses collègues, si je ne comprends pas, ce n'est pas publiable. C'est-à-dire que c'était une position tout à fait avantageuse. En tant que juriste, je n'étais pas suffisamment scientifique pour discuter de tout, mais je devais avoir compris en tant que citoyen, c'est-à-dire avoir eu une expression sous les yeux, une expression compréhensible par un être normal, non spécialiste, et c'était vrai en fait de tout le monde, c'est-à-dire que lorsque l'un d'entre nous exposait un point de vue dans son domaine scientifique, il fallait qu'il le fasse de manière très pédagogique pour que tous ses collègues comprennent, car un pédologue ne comprend pas forcément ce qu'un écologiste végétal peut dire, même si les plantes poussent sur le sol. Donc, il fallait que tout le monde se comprenne, tout le monde, en fait. C'était le meilleur moyen de garantir une bonne vulgarisation par la suite. Et enfin, c'était vrai pour la rédaction finale de l'avis, mais là, dans nos réunions sur la rédaction finale, jusqu'à la production de la rédaction définitive, le problème n'était plus scientifique. Enfin, pas directement. Le problème était de langue française. C'est-à-dire comment dire en français correct, compréhensible par tout un chacun, des choses aussi compliquées et aussi croisées. Croyez-moi, c'est un challenge qui valait la peine, mais qui nous a donné quelques sueurs froides et quelques débats, quelques discours, quelques discussions, pardon. Donc, nous avons appliqué jusqu'à la rédaction ce qu'on appelle cette méthode du consensus dont je vous ai parlé tout à l'heure. Nos avis ont donc toujours été unanimes. Il y aurait pu y avoir des avis contraires ou dissidents, nous les aurions inscrits, mais à condition qu'ils soient évidemment rédigés de manière aussi rigoureuse que l'avis principal. Mais ça n'a pas eu lieu, n'a pas eu besoin. Le secrétaire scientifique, d'ailleurs, nous a beaucoup aidé dans la rédaction de ces avis, qui étaient publiés in extenso par l'Observatoire départemental, par le Conseil général pour finir. C'est ce document que André Olivreau vous a montré tout à l'heure. Alors ceci nous amène à une deuxième grande question, qui est la question de l'efficacité des avis. Comment mettre la connaissance la connaissance scientifique à la portée de tous les citoyens? C'était notre premier objectif. Et donc, il fallait qu'il y ait une publication in extenso, libre, indépendante, de ces avis, sans censure, sans aucun retrait. Et donc,
les avis ont toujours été facilement publiés, sauf les derniers, le glyphosate notamment, qui a été censuré en quelque sorte. Les avis ont toujours été facilement publiés. Mais ça m'amène à faire une remarque quand même. Excusez-moi, monsieur. C'est que... Je voudrais juste savoir, j'ai pas compris, où est-ce que c'était publié? Dans le journal de l'Office départemental de l'environnement, de l'ODE. Et ça a cette allure. Attendez, je vais en sortir un. Voilà, Info Hub. Et qui se trouvait distribué par les services du Conseil général. Cet avis bloqué du glyphosate nous a chiffonné quelque part. Ça a été la première grosse alerte. Est-ce que c'était une façon de censure ou est-ce que ça tenait à des difficultés internes de l'ODE, qui battait de l'aile à l'époque, ou est-ce que c'était pas tout simplement un blocage administratif? Car ceci m'amène à une remarque, c'est il y a un élément insidieux dans tout ça, c'est que les services administratifs qui devenaient de plus en plus imposants dans la relation avec le Conseil, l'ODE était en train de disparaître. Donc ces services administratifs n'aiment pas les questions qui fâchent. Ils n'aiment pas les questions qui fâchent. Ils peuvent faire obstruction à la demande de données. Ils ne voient pas non plus toujours d'un bon œil l'intervention du Conseil dans leur organigramme, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas être mis en danger sur leur propre organisation, ni se voir imposer des choses par des amateurs extérieurs, n'est-ce pas, des scientifiques bénévoles. Donc, on a affaire à ça. Il y a aussi peut-être un problème, c'est que dans les années 90, le département a lancé un plan de développement durable. Il a discuté ce plan de développement durable essentiellement en interne. Donc, l'agenda 21 de développement durable était en fait une affaire interne plus qu'une affaire de rapport avec le public et les citoyens. Et donc, ça a été l'affaire des services qui ont vu plus une question de réorganisation de leur méthode et de leur travail qu'une véritable question d'agenda 21. Et donc, ils ont écarté tout ce qui pouvait déranger leurs habitudes. Alors, nous avons eu quelques problèmes avec certaines parties du public, notamment lorsque le docteur Hirondelle a sorti son bouquin sur les nitrates. Il a essayé de nous expliquer que les nitrates ne sont pas dangereux du tout, qu'on peut en avaler autant comme autant, et que les normes interdisant certaines quantités de nitrates, 50 mg litre dans les eaux de boisson, étaient complètement ridicules. C'est quand même des normes européennes et de la loi française. Et ce bouquin est sorti en disant les nitrates, c'est merveilleux, c'est la vie. Alors, nous avons eu avec lui une matinée de rencontres, de discussions, et en particulier le médecin toxicologue qui faisait partie du conseil à ce moment-là a discuté avec lui sur des éléments scientifiques et lui a démontré que ces allégations étaient tout sauf scientifiques. Et donc nous avons fait un avis au président sur l'ouvrage du docteur Hirondelle pour dire que cet ouvrage était faux et dangereux. L'avis n'a pas été publié. Donc ça veut dire que le bouquin continue à courir dans la population et il court plus vite sans doute que notre propre avis, par conséquent, sur notre avis sur les nitrates, notre ancien avis, et par conséquent, on continue à diffuser du faux. Alors, je ne vous parle pas des pressions que le Conseil général a subies de la part de certaines personnes pour me forcer à la démission, évidemment.
Donc ça ne s'est pas fait.